Bonjour et bienvenue dans Epion, les voix du bien-être. Je m'appelle Amira Garbi et dans ce podcast, je vous fais découvrir des clés et outils pour cheminer vers votre bien-être personnel de manière globale et harmonieuse. Ici, je donne la parole à des praticiens, thérapeutes, chercheurs, écrivains qui font bouger les lignes du bien-être en proposant des approches et des outils innovants pour prendre soin de soi au quotidien. Ce podcast n'a aucune prétention médicale, il est juste informatif. Pensez à demander l'avis de votre médecin si cela est nécessaire. Dans cet épisode, je reçois Marion Kaplan, bionutritionniste, naturopathe, écrivaine et créatrice du Vitaliseur, un cuit-vapeur qui préserve les saveurs et les qualités des aliments. Marion a consacré sa vie à chercher, explorer et expérimenter tout ce qui touche à la santé et à l'alimentation. Très tôt, elle a choisi de tracer sa voie pour répondre à des problématiques de santé auxquelles la médecine traditionnelle n'apportait pas de solution. Dans son dernier livre, Symbiotique, elle dresse un parallèle passionnant entre notre alimentation moderne et celle de nos ancêtres du Paléolithique. Marion Kaplan nous explique pourquoi revenir à une alimentation ancestrale peut avoir du sens aujourd'hui. Elle nous donne également des conseils pour restaurer notre microbiote, tempérer nos maux et soutenir notre santé globale. Un échange riche, éclairant et rempli de clés concrètes pour mieux comprendre ce qui nourrit réellement notre corps. Très belle écoute à tous. Bonjour Marion. Bonjour. Marion, je suis ravie de te recevoir, d'autant que tu as le sourire pour l'échange d'aujourd'hui. Donc merci d'être là, merci d'être sur Epion Podcast pour parler alimentation et autres sujets hyper intéressants. Écoute, c'est un plaisir toujours d'échanger, de partager mes connaissances, parce que j'ai le goût du partage, je suis Verseau. Le Verseau aime le partage. On m'a aidé quand j'ai eu des problèmes de santé, on m'a mis sur des chemins et il y a beaucoup de chemins pour retrouver la santé. Et donc, mon rôle, ma mission quelque part est de partager ces connaissances. Je suis une éternelle étudiante, donc j'actualise toujours mes connaissances parce qu'elles bougent, elles évoluent. D'ailleurs, comme on évolue en âge, forcément, on ne peut plus manger à 70 ans, ce qui est mon cas, comme à 15 ans, parce que notre métabolisme change, nos hormones changent, notre vitalité et notre façon je dirais, de nous dépenser évolue, etc. Donc, il faut tenir compte de tous ces éléments-là. Et en effet, tes livres sont vraiment des bibliothèques d'informations. On va en parler tout au long de notre échange, mais on apprend énormément de choses en te lisant. Mais ma première question, Marion, pour toi, pour démarrer cet échange, c'était qu'est-ce qui, toi, t'a amené dans ta vie à explorer le sujet de l'alimentation comme levier de santé et de transformation en termes de bien-être ? Alors, je pense qu'il y a aussi une question de tempérament. Je suis très curieuse. J'embêtais tellement ma mère à dire mais pourquoi il y a des nuages et pourquoi la pluie tombe et pourquoi il y a des verbes. Mais au bout d'un moment, elle en avait ras-le-bol de répondre à des questions des fois complexes. Et son mot, c'était à cause des mouches. Quand c'était à cause des mouches, ça veut rien dire, mais c'est arrête de m'embêter avec tes questions. Donc j'ai toujours été très très curieuse. Je faisais mon herbier, j'avais un insectivier, je sais pas comment on appelle ça. Je les regardais évoluer. Donc je me suis toujours intéressée à la nature et à son expression. Et avec l'adolescence, j'ai eu des coups assez violents dans mon enfance. Et bien sûr, toute cette violence, il va falloir la dépasser, il va falloir la comprendre, il va falloir prendre sa responsabilité dans ce qui nous arrive, il va falloir comprendre son transgénérationnel. Mais ça, c'est outre l'alimentation, d'accord ? Donc, quand quelqu'un veut guérir, il ne peut pas guérir ou être bien s'il n'a pas résolu ses conflits, ses stress, ces peurs qui peuvent revenir de loin. On appelait le loup quand je voulais pas manger de viande quand j'étais petite. Donc, j'étais terrorisée par le loup et elle me mettait à la cave, ma mère. Donc, c'est des choses qui aujourd'hui seraient interdites. Mais moi, c'est ce que j'ai vécu aussi, entre autres. Donc, ce qui compte, on est des êtres d'esprit, de psychologie, de spiritualité éventuellement, et une biologie. Voilà.
Et cette biologie, à partir du moment où tu vas imprimer un certain nombre de stress, il y a aussi l'alimentation qui va s'y mettre et ta capacité d'absorption qui, on le sait aujourd'hui, non seulement est dépendante d'un bon microbiote, mais se juxtapose à cela une génétique, parce que de façon génétique, on a des forces et des faiblesses. Et donc, à l'adolescence, j'ai commencé à prendre du poids, à avoir des boutons sur la figure, à être dépressive, à être très fatiguée. Et j'arrivais pas à comprendre pourquoi. À cet âge-là, on se pose pas de questions, on mange ce qu'on vous donne. Et pourtant, ma mère, on va dire, on mangeait relativement méditerranéen, c'est-à-dire des légumes, de la viande, des desserts, des produits laitiers, on mangeait un peu de tout, quoi. Ce que les mainstream nous disent, mangez de tout, vous posez pas de questions et tout va aller bien. Ben non, tu peux pas manger de tout et aller bien, c'est pas vrai. Plus aujourd'hui en tout cas. Donc, je me suis posé des questions et à l'âge de 15 ans, j'étais en vacances dans les Cévennes, je vivais déjà toute seule. Ma mère avait acheté un petit mas dans lequel je vivais toute seule, à 1 kilomètre de chez elle, mais j'étais déjà une vieille fille à 15 ans. J'étais tellement dépressive et recroquevillée sur moi-même parce que plus d'énergie, parce que tout ça, que ma mère, elle voulait être tranquille avec son nouveau mari et donc ça l'arrangeait que je sois dans ce mas. Et j'ai rencontré un végétalien qui habitait sur la route un peu plus haut, un mec qui avait 15 ou 20 ans de plus que moi. C'était pas une histoire d'amour. Lui devait être fasciné parce que j'étais mignonne, mais moi pas du tout. Mais curieuse. Et quand il me dit oui, j'ai résolu plein de problèmes de santé en étant végane, etc. Mais Marion, tu peux pas prendre du poids comme ça, t'es trop jolie, je vais t'aider, tu vas faire un jeûne. Et c'est là que ça a commencé, quoi. J'ai fait un jeûne de 10 jours, tu vois. À 15 ans, il faut le faire quand même, hein. Mais je dois dire que les 3 premiers jours ont absolument été atroces parce que je venais de loin, avec un intestin pourri, je le sais aujourd'hui, avec plein d'éléments, mais j'ai perdu mon poids, je me sentais légère et il faut le savoir, quand tu es jeune en tout cas, quand tu es vieux, éviter les 10 jours, c'est trop long. Mais tu as la patate. Pourquoi tu as la patate au bout de 3 jours? C'est les fameuses 72 heures. C'est parce qu'au bout de 72 heures, mais je l'explique aujourd'hui avec les connaissances que j'ai, que je n'avais pas à l'époque. Au bout de 72 heures, tu déclenches l'autophagie, c'est-à-dire un phénomène de nettoyage de ton organisme. Et ça, c'est génial. C'est comme si tu faisais un reset de ton ordinateur et tu fais un reset de ton microbiote, tu fais un reset de tes mitochondries, tu fais un reset de plein de choses et enfin, ton corps peut évacuer ses poubelles parce que quand tu manges et que tu manges et que tu manges, il n'a pas le temps. Il peut pas le faire. Donc, l'intoxication, il l'a fait. Il a mis où il peut. Mais je pense que j'avais déjà de la graisse sur le foie, j'avais déjà plein de choses qui n'allaient pas. J'avais le bec sucré. Et forcément, donc, que ce soit le sucre ou le sucre complet, j'étais ravie de pouvoir mettre du sucre complet, mais il fait autant de dégâts que le sucre blanc, hein. Mais ça, on le sait qu'aujourd'hui. Donc, je jeûne, et puis au bout de 10 jours, il me dit, mais Marion, faut que tu arrêtes, hein. Parce que 10 jours, c'est trop. Il faut que tu te remettes à manger. Donc, il me faisait faire des bouillies de blé avec de la purée d'amande. On sait aujourd'hui que l'amande est très riche en oxalate, que le blé, même bio, est bourré de lectine qui attaque ton intestin. Mais ça, je ne le savais pas. Donc, je me remets à manger. Je commence à faire des recettes intéressantes véganes parce que je suis très gourmande. Donc, j'invitais ma mère, mes amis à goûter cette nouvelle cuisine. Mais je me posais déjà la question de la cuisson, tu vois. Déjà à 15 ans, je disais, il y a un truc qui va pas. Alors leur espèce de cocotte doux-feu, là, c'était un truc à l'étouffer. Je comprends pas pourquoi cette cocotte, il y a quand même la réaction de Maillard en dessous, donc il y a un truc qui va pas. Ça doit détruire les choses. Mais c'était en arrière de ma tête, jusqu'à ce que je découvre André Coquard, qui était l'initiateur du vitaliseur. Et donc là, j'ai eu mon eureka. Mais en attendant, je me posais quand même ces questions-là, tu vois. Et après, j'ai pas arrêté d'étudier d'abord dans des livres. Et c'est là que je découvre le livre de Kousmine et que je lui écris, alors que j'avais écrit mon livre La cuisine à la vapeur de Marion, premier livre, un éditeur m'a fait confiance. Et La cuisine vapeur douce, à l'époque, a été une révolution. Toi, tu es trop jeune pour le voir. Mais il faut savoir que ce livre est sorti en 85. Quand j'ai rencontré mon éditeur, c'était en 83.
le temps d'écrire le bouquin, ensuite de le publier. Il y avait que la cocotte sous pression, qu'on appelle la cocotte minute. Il y avait que ça, hein. Et il y avait des couscoussiers en aluminium avec des petits trous pour cuire la semoule de couscous, c'est tout. La cuisine vapeur douce n'existait pas. Et je peux dire que dans les années 80, j'ai été la première avec Adrien Coquard à lancer la cuisson à la vapeur douce pour autre chose que la semoule de couscous. On cuit la viande, les poissons, les œufs, les gâteaux, les légumes, etc., etc. Et ça, c'est une cuisson révolutionnaire qui garde 100% de ses propriétés et nutritives, organoleptiques, qui respecte le produit, qui garde les vitamines, les minéraux, qui les rend bioassimilables. Donc ça a été pour moi un eureka extraordinaire qui m'a vraiment aidé sur le plan digestif. Après, je suis allée plus loin, mais les gens qui ont le vitaliseur le gardent et le proposent à leurs amis. C'est mes meilleurs revendeurs, mes clients, parce que tes cellules, tes bactéries, elles savent que c'est vivant et ça leur donne une nourriture vraiment 100% assimilable, quoi. Et donc, tu le ressens. Voilà. On va revenir justement sur ton vitaliseur, on va en parler. Tu as écrit ton dernier livre s'intitule donc c'est Symbiotique et tu commences ce livre en dressant le parallèle entre l'homme paléolithique et nous. Et alors ce qui m'a surpris en lisant ton livre, c'est que paradoxalement, on a évolué à bien des égards, sur bien des choses, mais tu nous dis que quand même notre alimentation, quelque part, elle s'est appauvrie. Et donc ma question c'est pourquoi ce parallèle il est intéressant et pourquoi c'est intéressant de revenir à ce que mangeaient nos ancêtres? Non seulement ce parallèle est intéressant, mais de là à ce qu'on change de paradigme, il faudra encore des millénaires. Tu as toujours, comme moi, en 2025, un corps paléolithique. C'est-à-dire que ton foie, ton pancréas, tes poumons, tes mitochondries sont les mêmes. C'est-à-dire qu'ils répondent physiologiquement à des lois biologiques. D'ailleurs, aujourd'hui, même en 2025, si tu sautes du 4e étage d'un immeuble, tu vas t'écraser la tronche et ça ne changera jamais. Si tu arrêtes de respirer en fonction de ton entraînement plus de 3 minutes, tu meurs. Si tu bois la tasse et que tu rebois la tasse, tu te noies et tu meurs. Donc, ces lois physiologiques n'ont pas évolué. Nous ne sommes pas des poissons, nous ne sommes pas des oiseaux et notre foie et notre pancréas ne peuvent pas gérer plus de 5 grammes de glucose libre dans le sang. D'accord? Donc, notre corps paléolithique est capable de ne pas manger pendant plusieurs jours, d'où l'autophagie, d'accord? Il peut ne pas du tout avoir de glucides exogènes, c'est-à-dire extérieurs, puisqu'il est capable de faire ces 5 grammes de glucose libre dans le sang et ces 2,5 grammes dans le cerveau avec d'autres matériaux que sont les lipides et les protéines. D'accord? Donc, si tu ne manges pas du tout, ou même si tu ne manges que du gras ou que des protéines, tu es capable de donner le glucose dont ton corps a besoin, car nous avons besoin de ce glucose. Et c'est ce qui a fait que cette industrie agroalimentaire d'aujourd'hui nous trompe, parce qu'on sait que le cerveau a besoin de glucose. Mais, ce qu'on ne nous dit pas, c'est que si tu outrepasses cette cuillère à café de glucose libre dans ton sang, ton corps, tu le mets en danger. Trop, tu peux crever. Pas assez, tu peux crever. Pas assez, c'est le coma diabétique. Et trop, tu vas être diabétique et tu vas faire des AVC, tu vas faire du caramel. Donc, la physiologie veut que tu trouves un équilibre en permanence. Et donc, il y a une hormone qui s'appelle l'insuline, qui existe depuis que l'homme est homme, d'une paléolithique. Et cette insuline extrêmement sensible. Tu lui amènes un peu plus de sucre, elle va le faire rentrer dans les cellules. Si tu es un sportif de haut niveau, si tu as une grosse musculature, elle va mettre ce glucose dans tes muscles. Elle va le mettre dans tes cellules s'il y a de la place. Là, tout va bien. Mais si je mange du pain le matin, du pain midi, du pain le soir, en plus je mange un dessert, vous prendrez bien un dessert, madame, que vous allez au restaurant tous les midis, que le matin tu mets de la confiture en plus dessus, que tu manges des pizzas le soir parce que c'est à la flemme de faire de la cuisine, etc. Eh bien, tu as trop de glucose qui arrive. Et ton insuline, elle est là, elle fait rentrer où elle peut, et quand il n'y a plus de place dans les cellules, il faut bien qu'elle le mette quelque part. Donc elle va le mettre sous forme de graisse. Mais les graisses elles-mêmes ont, on va dire, une capacité limitée. On sait que les graisses sont très inflammatoires. Et si, comme un ballon, tu gonfles de graisse, tu gonfles, elles vont finir par suinter. Et là, il y a un déséquilibre, il y a une inflammation
terrible qui se met dans tout l'organisme, d'accord? Et ensuite, on nous fait boire du fructose à tire-larigot avec toutes ces boissons sucrées. Mais ces jus, tous ces jus dont ça a été une mode avec des gourous de l'alimentation, et moi j'avais beaucoup de gens qui m'appelaient quelques années après, me disant, Madame Kaplan, je peux plus rien manger, je suis en inflammation constante, j'ai maigri, je sais plus quoi manger. Parce que ça te met en inflammation. Pourquoi? Parce que si tu manges un fruit ou un légume, il te le faut avec les fibres. Si tu manges un jus, il est dépourvu de fibres. C'est un liquide qui passe directement dans le sang et le fructose se transforme directement par le foie au lieu d'aller dans tes cellules et se transforme en graisse sur le foie. D'accord? C'est pour ça que je te dis qu'on est toujours du temps du paléolithique. On sait ne pas manger même pendant 30 jours, parfois plus, parce qu'on sait fabriquer notre glucose et on a un autre carburant extraordinaire quand on a un petit peu de réserve, qui sont des réserves de graisse, ce sont les corps cétoniques, les fameuses cétoses. Et donc, au bout de 3 jours, normalement, si tu as une flexibilité métabolique, ce qui est encore une des maladies modernes, c'est-à-dire l'inflexibilité métabolique. Donc ce que tu nous dis, Marion, juste pour bien resynthétiser, c'est que finalement par rapport à l'homme paléolithique, on mange des choses que finalement on n'a pas vraiment besoin de manger. Parce que lui, notre corps n'a pas changé et on rajoute des besoins que l'homme paléolithique n'avait pas finalement. Là, lui chassait, quand tu vas dans toutes les grottes de l'Antiquité, tu ne vois que des parties de chasse, tu vois pas des champs de blé. Hein. Donc on voit bien qu'on était des chasseurs, éventuellement cueilleurs quand il y en avait. Donc il y avait des périodes où il pouvait y avoir des petits fruits sur les arbres, mais c'était des petits fruits pas gorgés de sucre et d'intrants chimiques comme aujourd'hui. Donc quand on avait la chance d'avoir ces petits fruits, on était des nomades, ne l'oublions pas. Donc ça ne se gardait pas. Donc on se goinfrait de ces choses-là qui étaient bourrées de fructose, qui te permettaient de mettre de la graisse partout et donc sur le foie. Et l'hiver fut venu, la cigale elle peut plus chanter et c'est la fourmi qui a mis de côté et qui va pouvoir, grâce à ce gras que tu as mis de côté l'été, se débarrasser de ce gras sous forme de corps cétonique et te donne l'énergie de chasser. Tu comprends? Alors qu'aujourd'hui, on mange trop de sucre avec des fruits à tire-larigot toute l'année, alors que nous avons une forêt tropicale dans l'intestin. Une forêt tropicale, c'est-à-dire une richesse, comme dirait le docteur Gundry, qui vient de sortir le livre Code intestin, que j'invite les gens à lire. Cette forêt tropicale, elle a des virus, des parasites, des bactéries, des archées, plein de choses. Et il y a beaucoup plus de bactéries dans notre intestin que de cellules dans notre corps. Et donc, à l'époque, on avait plus de 2000 espèces de bactéries dans notre ventre. Il nous en reste quelques centaines. On a détruit des continents de bactéries qui nous permettaient de cuisiner tout ce qu'on mangeait, de l'absorber, d'en faire des acides gras à courte chaîne qui nourrissent le cerveau, qui nourrissent tes mitochondries, qui nourrissent tes cellules, etc. Or, aujourd'hui, on a perdu non seulement des milliers de familles, mais par exemple, Akkermansia, Oxalobacter, Formigenes, qui pouvait stopper les antinutriments contenus dans certains végétaux qu'on appelle les oxalates, ceux-là, on les a plus. Ce qui fait que on mange des légumes qui ne nous conviennent plus, qui attaquent notre organisme à terme, c'est jamais tout de suite. Alors que si on réfléchit comme un homme paléolithique, d'où mon livre Symbiotique, eh bien, on comprend qu'il y a des saisons. Qu'il y a des saisons où tu peux manger plus de fruits. Tu as des saisons où tu n'en manges pas du tout. Tu as des saisons où tu as certains légumes. Tu as des saisons où il y en a moins. Tu as des saisons où le soleil se couche plus tôt, se lève plus tard. Donc, c'est les moments où tu dois être moins dans l'activité, plus dans le repos. Or, on nous donne des vacances l'été, c'est vrai que c'est plus agréable, mais c'est l'été que tu peux se dépenser plus. Tu fais du sport, tu peux te coucher tard, te lever tôt, etc. Et d'ailleurs, tu manges plus de fruits à cette époque-là parce que tu vas le brûler. Sauf qu'on ne le brûle plus parce qu'on boit de la bière, on boit des boissons sucrées, etc. Donc, tu vois un petit peu la société dans laquelle on est, alors que notre corps paléolithique, avec son insuline était très sensible, mais si tu lui donnes trop de sucre dès le départ, dès le petit déjeuner, toute ta journée est foutue, parce que ton insuline ne va pas descendre. Alors justement, parlons de ces ennemis modernes, puisque maintenant que tu nous as bien dressé le portrait, la comparaison, tu nous lises dans ton livre un certain nombre d'ennemis qui sont des ennemis modernes présents dans nos assiettes.
Le premier, c'est effectivement le sucre. Alors le sucre, on en parle de plus en plus, mais quand même, en lisant ton livre, on apprend quand même que tous les sucres déjà ne se valent pas et qu'aujourd'hui, il y a quand même 347 millions de personnes diabétiques. Je reprends ce chiffre dans ton livre parce qu'il est quand même, il secoue un peu, hein, c'est 9% de la population adulte. Pourquoi il faut vraiment arrêter de manger du sucre? Est-ce qu'il faut arrêter de manger tous les sucres, Marion? Pour reprendre les statistiques, le premier, moi ça m'a étonné, hein, le premier pays qui a le plus de diabétiques et d'obèses, la Chine. Ensuite, l'Inde. Ensuite, en troisième seulement, les États-Unis. Alors que quand tu vois les mouse costauds qui sont aux États-Unis, mais en Chine, ils n'ont pas été habitués à manger des aliments ultra transformés, du sucre comme on fait. Les desserts n'existaient pas en Chine. Ils sont en train d'adopter le modèle américain et regarde le résultat. Bourré de riz, mais aussi bourré d'aliments ultra transformés, de boissons gazeuses bourrées de fructose et autres sirops extrêmement délétères. Les Indiens, pareil, les Indiens sont végétariens. Regarde les vaches, elles sont végétariennes. Hein. Elles sont grosses. Regarde une gazelle. Bon, pas une gazelle, mais regarde une lionne, elle est fine. Hein. Oui, mais ce qu'on ne sait pas forcément, effectivement, c'est que le sucre est présent dans le blé. Or, on se dit, je vais arrêter de manger du sucre, donc j'arrête les pâtisseries, tout ça. Mais en fait, il y a beaucoup de sucre dans le blé et le blé est partout. Il y a du sucre non seulement dans toutes les céréales, d'accord, que ce soit le blé, le riz, mais aussi dans toutes les pseudo-céréales. Mais ce qu'il y a de pire dans ces céréales et les pseudo-céréales, mais ça, je ne l'avais pas encore mis en exergue dans Symbiotique, parce que je ne connaissais pas la virulence des oxalates. Je connaissais alors, juste, tu peux nous réexpliquer pour ceux qui nous écoutent, c'est quoi les oxalates? Il faut savoir que la plante, elle ne veut pas que tu la manges. Elle veut faire des petits, elle veut faire des bébés et elle veut continuer à vivre de son espèce. Donc tout dans la nature, que ce soit dans le végétal ou dans l'animal, veut faire des bébés pour que son espèce continue à survivre. D'accord? Il se trouve que les végétaux étaient là bien avant nous, donc ils ne se faisaient pas bouffer par nous. Et donc, quand ils ont commencé à se faire manger par les insectes, parce que ça a commencé par ça, hein, par une évolution de cette espèce-là, les insectes, les parasites, etc., les mammifères ont commencé à proliférer sur la planète et donc les plantes ont développé deux types d'antinutriments, on les appelle antinutriments, parce que les éléments positifs par rapport aux éléments négatifs qu'elles contiennent annulent les éléments positifs. Et c'est là où l'industrie agroalimentaire, il ne devrait pas faire ça, c'est du fake news, mais ça on le saura, ça ira plus vite et grâce à Internet. Donc les légumes, les fruits, les céréales, tous ces aliments, selon leur origine, vont contenir des lectines. Les lectines vont perméabiliser ton intestin. On va parler de leaky gut. Elles font des trous dans ton intestin qui, normalement, ne devraient laisser passer que les nutriments dont tu as besoin. Mais comme ils ouvrent la porte des cellules, on appelle ça les entérocytes, ils ouvrent trop grand la porte, des grosses molécules vont passer et créer de l'inflammation dans tout ton corps et dans ton cerveau. Et les oxalates, eux, ils peuvent ne pas être, tu peux ne rien ressentir pendant des décennies. Et pourtant, ils sont cachés dans un certain nombre de légumes qu'on a appelés les superfoods, les super-aliments. Son livre a été traduit en français dans Toxic Veggies. Je parle de Sally Norton, que j'essaye de faire venir en France, parce que Sally Norton a fait 4 ans de fauteuil roulant, 4 opérations du pied, elle ne pouvait plus marcher, et c'était dû aux oxalates. Donc les oxalates, il faut savoir que toutes les plantes contiennent de l'acide oxalique et des oxalates. Et cet acide oxalique, il se combine avec des minéraux. C'est un chélateur de minéraux. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'à partir du moment où il arrive dans ton organisme, il va prendre pour lui le calcium, le magnésium, le potassium, le zinc, le fer. Et tu te retrouves avec des nanas qui ont non seulement un leaky gut, c'est-à-dire un intestin perméable, parce que ça va aussi perméabiliser l'intestin, mais en plus qui sont anémiés, qui n'arrivent pas à capter leur fer, qui sont fatigués parce que leur équilibre sodium-potassium est déstabilisé. Tu vas te retrouver avec des femmes à l'âge de la ménopause avec bourrées d'arthrose, des doigts déformés, mais également avec l'ostéoporose. Moi, la question que je posais, comment se fait-il qu'on nous parle de déminéralisation avec ostéoporose et qu'en plus, ces dames, elles ont de l'arthrose, elles ont plein d'articulations calcifiées, il y a un truc qui va pas.
les oxalates. Et donc, ces oxalates, Sally Norton a écrit tout un bouquin en expliquant ce qui en contenait le plus. Ce qui en contient le plus, numéro 1, c'est le cacao, le chocolat noir. Mauvaise nouvelle pour les Dommage. Les amandes. Toutes les amandes ou la peau? Les amandes. Les amandes, d'accord. Les noix de cajou. Les noix de cajou. Bon, ça, après, ça, il y en a encore, mais il y en a un peu moins. Et ça, c'est les plus forts. Les épinards, les feuilles de blette, les betteraves, la rhubarbe, ça, on le savait un peu. Mais aussi le sarrasin, le quinoa, les graines de chia. Au secours! Moi-même, j'ai fait l'erreur de mettre du sarrasin à la place du blé parce que dans le sarrasin, il n'y a pas de lectine, mais il y a des oxalates. Tu comprends le truc? C'est pour ça que je suis en train d'écrire un nouveau livre qui sortira en avril chez Thierry Souka. Alors, donc il va s'appeler Kétobiotique. D'accord? Et là, il y aura tout. L'insuline, le sucre, l'inflammation, les lectines, les oxalates, etc., etc. Parce que une fois que tu connais ces combinaisons-là, tu peux te nourrir comme un homme du paléolithique, c'est-à-dire que tu vas respecter ta biologie, et ça peut être gourmand. Crois-moi, je suis toujours gourmande, mais j'ai trouvé des sucres comme la lulose qui ne perturbe pas l'organisme, qui ne défonce pas ton intestin, qui ne fait pas monter ton insuline ni ta glycémie, qui n'est toujours pas autorisé sur le sol français, mais je le mettrai quand même dans mes recettes et les gens l'achèteront sur un site internet iHerb pour l'avoir, et puis c'est tout, voilà. Sachant qu'il vaut mieux se désaccoutumer du sucre que d'en prendre trop. Mais la lulose est un très très bon produit. Voilà. Mais il nous reste quand même 70% de légumes. Hein. Ouais. J'aimerais qu'on parle un peu aussi du gluten, parce que ce qu'on découvre aussi en te lisant, c'est que en fait l'homme mange du blé que depuis 20 000 ans, que c'est pas quelque chose qu'il a toujours fait, et qu'en plus on est drogué au gluten. Je reprends ta phrase, tu dis qu'il a le même effet que la morphine sur le corps, le gluten. On appelle ça les gluten-morphines parce qu'il va direct au cerveau. Et ça te shoot. D'ailleurs, quand tu veux faire arrêter le pain et le camembert à quelqu'un, c'est impossible pour lui parce que ça le shoot. Ça te shoot, vraiment. Les caséimorphines et la gluten-morphine, on reparlera des produits laitiers après, mais le gluten, c'est vraiment non seulement le gluten, mais le WGA, c'est-à-dire le germe de blé, c'est encore pire parce qu'il va mimer l'insuline. C'est comme s'il mettait un faux manteau, il se fait passer pour l'insuline et ça ne l'est pas. Et il va passer dans ta circulation sanguine et foutre des dégâts pas possibles. Non seulement ça trouve l'intestin, mais c'est l'antinutriment majeur, le blé moderne, parce qu'en plus, s'il n'est pas bio, il est accompagné de tous les glyphosates de compagnie, mais aussi de métaux lourds. Ça, bio ou pas bio, il paraît qu'il y a du cadmium dans tous les blés, même bio. Et il y en a même dans le chocolat. Donc, cherchez l'erreur, quoi. On a empoisonné notre environnement. Ce n'est pas de ma faute. Ne m'en veuillez pas de vous dire « Oh là là, mais on peut plus rien manger !» Je suis désolée de vous donner l'information. Après, vous faites comme vous pouvez, parce que moi aussi, je fais comme je peux. Je suis dans la même barque que vous. Mais si nous, consommateurs, on pouvait être des consommateurs et acheter, par exemple, des viandes issus d'élevage à l'herbage et non pas d'élevage intensif, n'achetez pas la viande en supermarché. Vous achetez des viandes chez... alors là, j'ai le Feroz Food qui fait un steak haché avec du bœuf et du foie dedans. Donc, il y a tous les éléments B12, fer, zinc, vitamine D, il y a tout dedans. Donc, autant pas s'embêter. Moi, je l'achète congelé, je le mets 8 minutes au Vitaligeur, je fais une bonne petite sauce à côté et c'est bon. La graisse de bœuf, on l'a oublié. Il vaut mieux faire vos frites si vous en mangez la graisse de bœuf qu'à vos huiles raffinées. Hein. Et il y a aussi viande bio de Normandie, viande-bio-de-normandie.fr. Eux aussi font de la bonne viande, issue d'élevage à l'herbage, finie à l'herbage. Il faut que ça soit fini à l'herbage. Hein. Non vaccinés. Moi, je suis sûre que Feroz Food, c'est non vacciné. Pour les viandes de Normandie, il faut leur demander. Je leur ai demandé, mais bon, je suis pas allée les voir, donc il faut que je croie ce qu'ils me disent. J'ai trouvé un ghee extraordinaire, c'est-à-dire un beurre clarifié, un beurre de vache jersiaise ancestrale, mais ils en ont pas beaucoup. Donc, ne les harcelez pas au téléphone. C'est la ferme Gayama, G-A-I-A-M-A. Mais ça y est, ils sont déjà en rupture et puis leurs chefs vont être au repos. Donc, les embêtez pas. Je crois que c'est qu'à partir du mois de mars qu'ils en auront. Il y a les produits laitiers de Bernard Gabory qui sont de très bonne qualité. Alors, justement, les produits laitiers, parlons-en un petit peu, Marion. Ton point de vue sur les produits laitiers, il est intéressant aussi. Voilà.
ce dont je me suis aperçue, c'est que si tu manges du gluten, si tu manges des aliments riches en gluten et en oxalate, ton intestin, il va être perméable, leaky gut, d'accord? Et si tu as une perméabilité intestinale, tu vas appauvrir tes familles de bactéries et tes bactéries ne pourront plus faire leur boulot qui est de digérer, absorber, émettre des déchets, les éliminer, etc. Et tu vas manquer de butyrate, tu vas manquer de plein de choses qui sont des acides gras à courte chaîne très, très importants pour toute ton énergie, ton cerveau, etc. Donc, si tu élimines le gluten, tu élimines les antinutriments, eh bien, la bonne nouvelle, c'est que tu peux consommer avec délice des bons produits laitiers, toujours issus d'élevage à l'herbage. Le chèvre et la brebis étant les meilleurs parce qu'on est sûr que c'est une caséine qui n'est pas pro-inflammatoire. On l'appelle la caséine A2. Tous les produits laitiers de vache que vous voyez dans le commerce courant sont issus de vaches laitières à caséine A1 qui est pro-inflammatoire, pro-ostéoporose, pro-arthrose, pro-inflammation. D'accord? En revanche, si tu prends des produits laitiers de type Bernard Gabory ou de ce chèvrier qui a aussi des vaches jersiaises, les vaches jersiaises étant une variété de vaches ancestrales, il ne faut pas qu'elles aient été hybridées, à ce moment-là, elles ont, comme les chèvres, une caséine A2 qui est bénéfique pour ton corps. Tu as besoin de leur beurre. Dans ce beurre, il y a une arme secrète que je ne pourrai vous délivrer qu'en septembre parce qu'il y a un livre qui sort là-dessus. Mais il y a une arme secrète pour votre cerveau extraordinaire. Donc, prenez du beurre Bernard Gabory ou du beurre issu de vaches jersiaises. Prenez du fromage de chèvre frais, des caillés de chèvre, autant les prendre bio ou de bons élevages qui sont dans votre région. Et là, vous avez des éléments de longévité qui vont protéger vos mitochondries, qui sont vos centrales énergétiques, et qui vont vous donner le calcium dont vous avez besoin sans vous acidifier, sans créer une caséine inflammatoire qui va passer dans votre sang et vous shooter en caséine morphine. Donc là, les produits laitiers sont bons. Évitez de boire du lait sous forme de lait, il doit toujours être fermenté, sous forme de kéfir, sous forme de caillé, sous forme de yaourt, ça, il n'y a pas de souci. D'accord? Donc, quand on prend des fromages au lait cru, pour ceux qui ont une vraie intolérance au lactose, parce qu'il y a quand même 20% de gens qui ont une vraie allergie, une vraie intolérance, je leur conseille de prendre plutôt des fromages issus du lait cru, mais à pâte cuite, comme le comté, comme des fromages comme ça, ou comme le parmesan, parce que le lactose a été digéré par la fabrication de ce fromage. Et s'ils prennent du chèvre, le chèvre est quand même très riche en lactose, ils pourraient prendre des enzymes de lactase qui peut leur permettre de les assimiler. Ça, il faut qu'ils essayent. Parce qu'il y a un polymorphisme génétique, 20% de gens qui ne les supportent pas. Et ça, c'est dommage pour eux. Mais bon, vous pouvez prendre des œufs, bleu blanc cœur, de préférence bio. Donc, tous les produits issus d'animaux. Alors, on sait que les poissons vont être plus riches en microplastiques, que les saumons d'élevage, c'est dégueulasse. Donc, essayez de trouver des gens locaux et sur mon compte Instagram, je partage énormément de connaissances. Sur ma chaîne YouTube Marion Kaplan, vous allez dans la rubrique en direct. Je vous dis en long, en large et au travers les lectines, les oxalates, la résistance à l'insuline, tous ces trucs-là. J'ai tout un cycle métabolique qui peut vous permettre d'avoir de la connaissance. Connais-toi toi-même, c'est très important. Et si vous voulez avoir du tout cuit dans votre bouche, vous êtes mal barré. Il faut que vous acquériez de la connaissance. Et moi, je suis un peu le porte-parole de ces grands scientifiques qui sont actualisés dans toutes les connaissances. Et je le teste bien sûr moi-même et je vérifie. Super. Et donc, on a parlé des mauvaises nouvelles, mais on va quand même parler des bonnes nouvelles maintenant. C'est le microbiote. On a quand même un allié dans notre corps, c'est le microbiote. J'aimerais bien que tu nous réexpliques, Marion, ce que c'est le microbiote pour ceux qui ne savent pas et pourquoi c'est très important pour notre santé, notre bien-être, ce microbiote. Écoute, sans microbiote, t'es mort, tout simplement. Donc, c'est eux qui, en population, sont bien plus importants que nous. Donc, on a plus de bactéries dans notre ventre, et on en a à peu près 2,5 kg, ou ça dépend des gens, que de cellules dans notre corps. Et c'est elles ce sont nos petits soldats qui vont dire ça je prends, ça je prends pas, ça j'en ai besoin, ça j'en ai pas besoin. Donc, ils font tout un système de tri. Mais elles vivent en symbiose, d'où symbiotique. Elles doivent vivre en symbiose déjà elles-mêmes
dans votre ventre, donc il faut leur donner une maison appropriée avec de la bonne nourriture, tu vois, donc il faut les nourrir, tes bactéries. Il faut leur donner des fibres qu'elles vont pouvoir cuisiner et en faire du butyrate, de l'acétate, des propionates, tous ces acides gras chaîne courte. Il faut leur donner des oméga 3, il faut leur donner des graisses saturées pour qu'elles puissent justement te permettre d'absorber les minéraux. C'est une usine fantastique ce ventre. Et le problème, c'est que déjà, pour ceux comme moi qui sont nés par césarienne, à l'époque, on nous disait pas de badigeonner l'enfant avec toutes les mucus de l'accouchement parce que ça leur permettait d'avoir un bouclier, tu vois, et d'avoir un bouclier et dans l'intestin, en leur faisant téter avec une gaze les produits de l'accouchement, mais aussi sur la peau. Moi, j'ai pas eu ça. Donc, ce qui fait que je suis extrêmement fragile. En plus, j'ai fait tout mon génotype et génétiquement, j'ai une peau catastrophique. Ce qui fait que je me suis cramée au soleil, mais maintenant, je fais des basocellulaires. Enfin bon, il y a tous des trucs qui sortent. J'ai une peau de rouquine, hein. J'avais des taches de rousseur, enfin la totale. Et d'ailleurs, ma mère en fait, ma sœur en fait, ma tante en fait, tout le monde en fait dans la famille, mais moi, je le savais pas à l'époque. On nous a pas prévenus. Moi, je suis dans les années 50, on te grillait au soleil, on te mettait de la graisse de bœuf pour que tu crames, au lieu de te protéger. Ah, mon Dieu, on m'épluchait tellement j'avais des coups de soleil. Mais quelle catastrophe. Aujourd'hui, ma fille, elle fait gaffe avec sa petite fille. Parce que juste pour comprendre le lien entre le soleil et le microbiote. Bah, tout est lié. Tu as un microbiote au niveau de la peau. Au niveau de la peau, donc au niveau des intestins, il est partout. Mais selon ton génotype, tu as des gens, ils sont bronzés, ils ont une belle peau, ils ont beaucoup de chance. Parce que génétiquement, ils ont des facilités antioxydantes dans leur corps avec une capacité d'antioxydation extraordinaire qui leur permet de vieillir moins vite que les autres et d'avoir une très belle peau et de supporter de cramer au soleil. Ce n'est pas mon cas. Donc on n'est pas tous logés à la même enseigne. On n'arrive pas avec le même microbiote. Logés à la même enseigne du tout. Bah regarde, tu mets un rouquin au soleil, il va cramer. Hein. Vraiment. Tu mets une blonde rouquine, alors là, tu es sûr qu'elle va à l'hôpital. Hein. En revanche, tu mets quelqu'un qui est né dans le Maghreb, qui est un peu déjà tanné, il va au soleil, il est magnifique et puis il prend pas un coup de soleil. Donc voilà, c'est génétiquement on a des programmes, mais si notre mère nous a donné une mauvaise flore, même si on a accouché par voie basse, on risque, d'ailleurs tu le vois beaucoup avec les nouvelles mamans où on a beaucoup fait de césarienne déjà parce que ça arrangeait les gynécos, hein, mais après c'était presque une mode, hein. Allez, écoute, on va pas s'emmerder à naître par voie basse, on va le trouver, on fait une petite incision, vous allez, dans 2 jours, vous êtes chez vous. Catastrophe! Bref, mais ceux qui ont la chance d'accoucher par voie basse, si elles ont une mauvaise flore déjà de départ, avec beaucoup de communautés de bactéries qui n'existent plus, bah, l'enfant va être fragile. Et c'est pour ça que tu vois de plus en plus d'enfants allergiques à tout. L'allergie, c'est une immunité exacerbée parce que tu n'as pas les bons boucliers, tu n'as pas l'homéostasie bactérienne, tu comprends? Parce qu'il faut que tu saches que tu as 22 ou 23 000 gènes cellulaires, mais tu as plusieurs centaines de milliers de gènes dans ton ventre, dans tes bactéries intestinales et dans tes mitochondries. Et tout ça doit converser ensemble et s'accorder. S'il y a désaccord, il y a inflammation, il y a maladie à terme, tu vois? Donc, il y a toute cette symbiose à retrouver. Et dans mon livre Kétobiotique, je vais vous donner des recettes parce que je suis en train de les expérimenter. C'est pour ça qu'il ne sort qu'en avril. J'ai trouvé des trucs extraordinaires qu'on ne trouve pas en France. Donc, je suis en train d'essayer de trouver avec des laboratoires, mais c'est compliqué, hein, je peux te dire, un dôme de citrate pour pouvoir bloquer les oxalates. Ils m'ont dit, parce que c'est toute une cuisine, hein, ils m'ont dit qu'ils devraient être prêts en fin d'année, mais aussi une caravane de bactéries vivantes qui vont pouvoir coloniser ton intestin, parce qu'on le sait tous qu'on a une flore qu'on appelle commensale, c'est ta flore de naissance, et une flore de passage, que les probiotiques ne sont que de passage, ils ne s'installeront pas. Mais si des gens sont comme moi, avec une maladie de Crohn, des diverticules, des rectocolites hémorragiques, des maladies inflammatoires de l'intestin, enfin toutes ces maladies modernes qui n'existaient pas avant, il faut coloniser avec des bonnes bactéries votre intestin. Mais c'est pas une fois,
Moi, je le fais en permanence avec certains yaourts, avec certains probiotiques qui auront des centaines de milliards de bactéries. Sinon, ça marche pas. Vous dépensez de l'argent. Et ça, c'est important parce qu'il y a beaucoup de fake news là-dessus. On va revenir justement sur comment entretenir son microbiote, mais avant, j'ai retenu cette phrase dans ton livre. Tu expliques que le microbiote, il joue aussi sur notre humeur et notre joie de manière générale, et tu parles de la sérotonine, qui est ce neurotransmetteur, et tu nous expliques qu'il est à 95% produit dans l'intestin. Il faut comprendre que la sérotonine de l'intestin ne va pas passer la barrière hémato-encéphalique. En revanche, c'est par l'intestin que ça passe au niveau du nerf vague, d'accord ? Et qu'il va y avoir un coup de téléphone qui sont faits par les gaz du sang, par plein d'autres choses, le quorum sensing, etc. Donc, il y a beaucoup de manières de se téléphoner entre bactéries. D'accord ? Mais pour qu'elles se téléphonent, il faut qu'elles existent. Et pour qu'elles existent, il faut qu'elles soient fabriquées. Et si tu es en dysbiose, la dysbiose voulant dire que tu as une flore pathogène et une des grandes maladies modernes, dont je suis affectée aussi. C'est pour ça que je dois nourrir mon microbiote en permanence, parce que dès que je ne le nourris plus, ça revient. Le fameux SIBO. Le SIBO, syndrome intestinal bowel overgrowth, ça veut dire le syndrome de trop de bactéries dans l'intestin, mais c'est dans le grêle qu'elles remontent. Dans le grêle, elles n'ont rien à y faire. Parce qu'il faut que tu saches que dans le grêle, tu as une seule couche de mucus. Dans l'intestin, où il y a des centaines de milliards de bactéries, il y a 4 couches de mucus. Et le problème aujourd'hui, je te l'ai expliqué, c'est la perméabilité intestinale. Et justement, ce mucus est devenu très fragile. Et si des bactéries pathogènes s'installent, tu digères plus rien. Tu ballonnes, tu gazes. Ton estomac finit par ne plus fabriquer d'acide parce que ça remonte. Et ils vont te donner des antiacides qui vont aggraver le problème. Et tu rentres dans un cercle vicieux absolument infernal. Le SIBO, c'est vraiment une grande maladie moderne. Je suis en plein dedans, je ne peux pas vous donner toutes les recettes, mais je suis en plein en train de l'étudier. Mais c'est vraiment une catastrophe. Hein. Et de la population, même que pour certains médecins américains, il y a 80% de la population qui a du SIBO. À quoi il faut qu'on fasse attention justement pour prendre soin de notre microbiote ? Alors, le sucre. Moi, c'est mon truc, le sucre. Comme j'ai le bec sucré, tu penses bien que ça a été un vrai sevrage de ne plus avoir envie de petits gâteaux au chocolat, de petits bonbons, de petits desserts, parce que j'adore ça. Heureusement, j'ai trouvé des possibilités pour avoir quand même quelques petites douceurs de temps en temps. Le miel est un sucre, mais si tu en prends des infimes quantités, c'est-à-dire pour son activité enzymatique, sa propolis, des choses comme ça, et que tu prends un tiers de cuillère par épisode, pourquoi pas, mais ça ne doit pas être l'élément sucrant. Tous les fruits modernes, il faut que tu prennes des fruits, des petites baies, mais attention aux oxalates, et seulement aux saisons. L'hiver, il n'y a pas de fruits. Il y a des fruits là, en ce moment, en septembre, il va y avoir des pommes et des poires, éventuellement encore un peu des fraises, mais c'est tout. Peut-être des framboises, quelques baies, mais petite quantité, très petite quantité. L'hiver, il n'y a pas de fruits. Point barré trait. Et il n'y a pas de fruits avant le printemps. D'accord ? Donc ton corps va pouvoir éliminer ces oxalates, d'accord ? Être moins affecté par les lectines si tu ne manges pas de céréales, parce que ce qui affecte ton microbiote, c'est également toutes les céréales et toutes les pseudo-céréales. Si tu veux en manger de temps en temps, du type du pain au levain naturel fait avec des blés anciens, sans levure, parce que j'ai vu un reportage à la télé où il disait « Oui, le pain complet, c'est bien. Comment vous le faites, monsieur le boulanger ?» Eh ben voilà, je prends des farines complètes, je prends du levain et un petit peu de levure. Eh ben si tu mets un petit peu de levure, tu fous tout en l'air. Et tu ne réduis pas l'acide phytique et tu ne métabolises pas le gluten parce que la levure va beaucoup plus vite que le levain et les bactéries qui auraient pu bouffer cet acide phytique, eh ben elles ne marchent pas. Donc le matin, par exemple, par quoi on peut remplacer le pain ? Tu ne le remplaces pas. Tu peux faire un pain keto, comme j'ai dit, avec des graines de lin, des œufs, des choses comme ça. Il y a la recette sur je crois que c'est sur ma chaîne YouTube. Si vraiment tu veux du pain, mais tu verras qu'au bout d'un moment, tu n'en veux plus. Tu peux manger des œufs.
mais tu peux aussi manger des faisselles de chèvre, des yaourts de chèvre de bonne qualité, des cafilus, des choses comme ça. Les noix de macadamia, ça va, parce que les noix de macadamia, elles sont pauvres en oxalate, mais il ne faut pas non plus en manger 200 grammes. Hein. Si tu veux manger un fruit de saison l'été, tu peux mettre quelques petites baies. Moi, ce que je fais, parce que j'adore les framboises, donc ce que je fais, je cuis mes framboises dans ma soupière au vitaliseur, c'est-à-dire au bain-marie. J'en extrais le jus, j'écrase bien. Tu vois, il y a un peu de pulpe qui passe, mais pas les graines. Et après, je les fais prendre avec un peu d'allulose, parce que l'allulose, elle fait baisser ta glycémie et elle t'active une hormone de satiété qui s'appelle la GLP-1 dans ton intestin. Donc ça, c'est génial. Donc tu peux en mettre un peu avec du beurre gabori, sur ton pain keto aux graines de lin qui ne contient ni gluten ni lectine, ni oxalate. Et tu barbouilles ça de beurre, de ton gelé, puis tu prends 2 œufs à la coque ou 2 œufs cocottes ou 3 si tu veux, si tu as faim. Tu peux prendre un demi-avocat bien mûr parce que l'avocat pas mûr est trop riche en oxalate. Tu peux te faire une crêpe à base de farine de coco et d'œufs, ou tu peux faire des petites tortillas à base d'œufs et de crème Bernard Gabory ou de fromage frais que tu écrases dedans. Tu vois, je vais essayer de vous donner dans le prochain livre des idées comme ça de petit déjeuner, mais il n'y aura pas de farine. La seule farine autorisée, c'est la farine de coco. Donc, et le psyllium. Le psyllium est très bien. Et à contrario, quels sont justement les ingrédients qu'on peut manger à volonté et qui ne posent pas de problème? À volonté, il vaut mieux toujours être raisonnable de toute façon. Hein. Toujours être raisonnable. Pour les protéines de bonne qualité issues d'élevage à l'herbage, en fonction de ton poids maigre et non pas ton poids gras. Moi, je fais 1m62, je fais 56 kilos. Mon poids maigre, ça pourrait être 53 kilos. Je pense que moi, j'ai besoin de 53 grammes de protéines. Un steak de 100 grammes contient 20 grammes de protéines. D'accord? Un œuf contient 8 grammes de protéines. Donc, tu fais le calcul. Parce que si tu en manges trop, il va se transformer en sucre. D'accord? Néoglycogénèse. Et si tu n'en manges pas assez, tu vas en manquer et tu vas prendre de tes muscles pour faire toutes tes enzymes, etc. Donc, il ne faut pas en manquer, mais il ne faut pas en avoir trop non plus. Les bonnes graisses, l'huile d'olive, le beurre issu de jersiaise, ils font même du beurre de brebis, de la graisse de bœuf, d'huile d'avocat, l'huile d'olive de bonne qualité. Attention aux eaux d'huile, parce qu'elles peuvent être pro-oxydantes. Les eaux d'huile, bourrache, onag, peuvent être intéressantes sur un plan thérapeutique et non pas alimentaire. Pour nourrir ton cerveau a besoin de graisses saturées. Ces oméga 3, il les aura dans le suif de bœuf, il les aura dans le ghee, il les aura dans les huiles de poisson, dans le gras animal. D'accord? Ceux qui veulent obtenir du DHA issu d'algues, ils devront en prendre beaucoup plus et il est beaucoup moins actif. Tu vois? Donc, ce qu'on peut prendre à volonté, entre guillemets, ce sont les protéines en bonne quantité, les huiles Alors, il y a évidemment des gens qui sont ApoE4, c'est un gène qui fait qu'ils métabolisent très mal les graisses. Eux, ils devront les émulsifier et en prendre peut-être en moindre quantité que les autres. D'accord? Mais ils devront avoir toujours autant de protéines que les autres. Et ils devront faire encore plus attention aux lectines et aux oxalates parce qu'ils sont beaucoup plus fragiles que les autres. Donc, le sucre pour eux, c'est niette, hein. Et donc, tous les légumes qui restent, et tous les choux, toutes les salades, les champignons, sauf le chaga, mais on n'en trouve pas, donc c'est pas un problème. Mais les canneberges sont très bien pour lutter contre les cystites, les choses comme ça, elles sont excellentes. Les pommes, les poires, ça va, les melons, ça va, mais attention au sucre. Hein. Donc, vous devrez quand même comptabiliser votre quantité de sucre. Les pastèques, ça va, parce qu'il n'y a pas d'oxalate dedans, ni de lectine. Les pêches, les brugnons, attention aux abricots riches en oxalate, les kiwis très riches en oxalate, tu vois, donc faut faire gaffe, quoi. Parce que les gens qui mangent toujours la même chose le matin, on ne devrait pas parler de petit déjeuner, breakfast, ça veut dire quoi? Je casse le jeûne. Donc je peux casser le jeûne à midi. C'est le premier repas de la journée. Donc si vous mangez sans faim le matin, parce que vous avez dîné tard le soir, votre corps ne peut jamais être en autophagie, ne peut jamais se nettoyer. Et à terme, vous le paierez. Donc, je vous conseille d'écouter votre propre faim. Si vous mangez tard le soir parce que votre famille se retrouve le soir, c'est votre mode de vie. Moi, je mange vers 6 heures.
parce que j'aime bien avoir au moins 4 heures avant de me coucher. Parce que je peux le faire, parce que j'ai choisi de le faire. C'est un choix. Quand je suis invitée à dîner tard, je mange peu, parce que je sais que je dormirai mal sinon. Hein. Pas d'alcool. On sait, l'alcool est votre ennemi. L'alcool va directement sur votre foie. C'est un poison que votre foie doit absolument éliminer. Et bien sûr, il va se transformer en graisse sur le foie. Donc, franchement, si vous voulez boire de l'alcool, moi j'en ai bu, hein, comme les copines, j'aimais bien me sentir un peu pompette parce que ça détend et compagnie. Mais quel dégât ça fait. Moi, c'est fini, j'en bois plus du tout depuis des années. Donc, j'avais un foie gras aussi, hein. Parce que cette histoire du sucre, je m'étais bien aménagée avec les sucres complets, les sucres de coco, le yacon, les machins. Mais non, chez des gens comme moi, si tu portes un capteur de glucose, mais tu montes dans les tours. C'est trop, tu fais des pics. Et après, tu fais des crashs, tu es en hypoglycémie, et là, tu vas devenir résistant à l'insuline. Donc, la symbiotique, ça veut pas dire, donc là on a cité pas mal de choses effectivement à enlever, il y en a qui peuvent prendre peur en se disant mais qu'est-ce qui me reste dans mon alimentation, mais ça veut pas dire qu'on supprime la gourmandise pour autant. Eh oui, mais la gourmandise, ça fait partie des défauts. Hein. Il vaut mieux être gourmet que gourmand. Moi je suis gourmande, heureusement je suis devenue gourmette. Mais voilà, le sucre, derrière l'addiction au sucre, ce qui était mon cas, se cache une dépendance affective, une problématique émotionnelle. Et c'est ça qu'il faut régler. Comme les fumeurs, ça cache quelque chose quand ils fument beaucoup, tu comprends? Ça cache une autre dépendance. Laquelle? En symbolique chinoise, le poumon, c'est la tristesse, le feu, c'est la joie, je mets de la joie dans ma tristesse. Tu comprends? Donc, c'est là où il faut travailler sur soi. Il n'y a pas que la bouffe, il y a aussi les autres éléments dont tu dois te tenir compte, tu dois essayer de comprendre ce qui se passe quand tu veux du chocolat. Moi, c'est le lait concentré sucré que je biberonnais quand j'étais petite. Donc, les caramels, les carambars, tout ça. Mais j'adorais ça, les roudoudous, c'est des trucs, je léchais ça toute la journée. Résultat, j'aurais pu être obèse, diabétique, bien avant l'heure, vraiment. J'étais résistante à l'insuline entre 6 mois et 1 an. Je dis bien 6 mois et 1 an parce que au bout de 6 mois, ça allait mieux, mais dès que je faisais un écart, ça repartait dans les tours. Et maintenant, ça va. Je reste en dessous de 100, mais j'ai mis du temps. Hein. Pour finir cette conversation, Marion, est-ce que tu peux nous parler de ton vitaliseur et de pourquoi il est intéressant? Écoute, le vitaliseur, ça a été une vraie rencontre dans un restaurant à Marseille d'André Coca. À la période, je me posais des questions sur les phénomènes liés à la cuisson. À l'époque, on parlait déjà du four à micro-ondes qui, il faut le savoir, sur le plan biophysique, inverse la polarité de certaines cellules, etc., et qui est pro-oxydante, mais ça, c'est un autre débat. Et donc, je me suis toujours posé la question de la cuisson, et quand j'ai découvert cette cuisson à la vapeur douce, j'avais mangé un filet de bœuf avec une sauce extraordinaire à base de bouillon d'os, que heureusement revenu à la mode, mais avec du bon beurre dessus, des légumes sublimes. Je me dis, mais c'est quoi ce truc? Et donc, c'est là où je me suis intéressée à ça. Je suis allée dans sa cuisine et on a décidé tous les deux, moi je travaillais à côté, hein, j'étais à Relations publiques d'une grosse boîte, donc je connaissais plein de journalistes et on a décidé de se faire ce livre ensemble parce que moi je me suis enfermée dans ma cuisine pendant des mois pour essayer de comprendre. Je l'appelais toutes les 5 minutes et on a décidé de créer une société ensemble. Et donc, ce cuivre-vapeur est exceptionnel parce qu'il a 3 parties qui ne peuvent se dissocier, qui est une marmite assez haute pour pas que l'eau soit en contact avec les aliments et qu'il y ait suffisamment d'espace pour que la vapeur se refroidisse. On lui redonne une activité à travers les trous, mais si c'est trop petit, il y a trop de pression et il n'y a pas assez de circulation de vapeur. Donc, je les ai calculés sur une divine proportion. Et donc, il faut 6 mm avec un diamètre 24 et un couvercle en dôme pour que l'eau de condensation, c'est-à-dire la vapeur, c'est un air humide qui repasse quand il passe dans le couvercle, ça redevient de l'eau. C'est le principe de la distillation d'ailleurs. Et ça va s'écouler le long des parois et retomber dans l'eau. Et là, ça n'affecte ni le côté organoleptique, c'est-à-dire du goût, ni la paroi cellulaire. Il n'y a pas de déminéralisation. Il y a une légère déperdition de calcium de 10%, c'est tout. Les vitamines les plus thermosensibles, comme la vitamine C et la vitamine B1, sont intactes, alors que les autres vitamines, on s'en fout parce qu'elles ne sont pas sensibles à la chaleur. B2, B3, elles sont pas du tout sensibles à la chaleur, ni la A d'ailleurs.
Donc, on a des minéraux qui ne sont pas précipités, qui sont toujours biologiquement absorbables, d'accord? Quand tu les manges avec des acides gras saturés comme du bon beurre ou de la sucre de bœuf, très important ça. Ça cuit vite, ça élimine les toxines de surface. S'il y a des contaminations dues aux étalages, au transport de métaux lourds ou de contaminants, c'est éliminé dans la cuisson. Un petit peu par transpiration, tu vois. L'aliment, il transpire. Il y a une légère décoloration qui peut se faire, mais c'est que de la dépigmentation. Donc, voilà, c'est un produit moderne parce qu'il va vite, il garde les propriétés, il évite des toxines éventuelles de contamination. Donc, pour moi, c'est l'outil qu'on devrait utiliser au moins à 70%. Ça ne m'empêche pas de cuisiner un petit peu à la poêle de temps en temps, en inox, ou de faire des trucs légèrement rôtis au four, pourquoi pas. Ça m'arrive, mais que vous fassiez au moins 70% de vapeur. Ok, donc là, c'est le vitaliseur de Marion pour ceux qui seraient intéressés. Voilà, on a identifié des personnages derrière, ça n'est pas qu'une casserole, c'est tout un mode de vie qu'on vous propose. Eh ben, je pense que ça fait un super bon mot de la fin, Marion. Qu'est-ce que tu aimerais dire pour clôturer cet échange? Qu'est-ce que tu aimerais qu'on retienne de toi et de cette heure passée ensemble? Déjà que vous compreniez qu'on est dans un monde moderne extrêmement toxique, vous le voyez par le chaos. Pour moi, ce qui se passe à l'extérieur est comme ce qui se passe à l'intérieur. Donc, si chacun se respecte, si chacun prend soin de soi, si chacun des personnes qui souffrent se remettent en question, vous verrez qu'on vivra en harmonie, qu'on sera dans l'entraide. On peut vivre en symbiose, sauf qu'on a créé des chaos. Et ce chaos vient aussi de notre intériorité qui n'est pas respectée parce que on a des élevages intensifs extrêmement brutaux. On a des pesticides de partout qui sont en train de détruire notre planète, détruire notre sol. Nos mers sont envahies de microplastiques. Les poissons sont en train de s'empoisonner. Et qui va être empoisonné au bout de la chaîne? C'est nous. On a l'équivalent d'une carte bleue par mois dans notre cerveau et dans notre organisme. Et c'est extrêmement délétère pour nos mitochondries et pour nos neurones. Donc, on veut quoi? On veut une population qui va être Alzheimer à 50 ans et qui va mourir à 60? C'est ça qu'on veut? Parce que le temps, c'est de la vie. Ne l'oubliez pas. Le temps, c'est de la vie. Merci beaucoup, Marion. Le temps, c'est de la vie. On va s'arrêter là-dessus. Merci infiniment pour toutes ces explications et tes partages. Voilà. Je te souhaite une belle journée. Si vous avez aimé cette conversation, je vous invite à noter le podcast 5 étoiles sur Apple Podcasts ou sur votre plateforme d'écoute préférée et à vous abonner pour rester informé des prochains épisodes. Vous pouvez également suivre notre actualité sur le compte Instagram Epion Podcast. Je vous dis à très vite pour de nouveaux échanges inspirants.